Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire co-hôte de ce podcast, journaliste et fondatrice de Thémavet. Et moi, je suis Manuelle Ornart, vétérinaire et rédactrice en chef de Thémavet. Cet été, nous vous proposons des épisodes hors série. C'est Manuel qui a tendu son micro à 4 ASV au parcours professionnel inspirant. Vous y découvrirez leurs ressentis, leurs réflexions sur une profession qu'ils exercent avec le cœur. Vous les entendrez aussi nous parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout, pas de culpabilité. Une preuve, s'il en fallait, qu'il y a 1000 façons d'être ASV. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos hors-séries de l'été dédiées aux ASV. Et pour ce second épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cindy Bouquemont. Bonjour Cindy, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors toi, tu es ASV et ça date pas d'hier puisque ça fait presque 20 ans maintenant. Mais ce n'est pas la seule corde à ton arc puisque tu es aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle « Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait ». Dans ce livre, tu racontes ton histoire bouleversante puisque tu es la maman de 4 enfants, dont 2 sont aujourd'hui des anges. Tu y parles du deuil périnatal qui t'a frappé à 2 reprises, mais aussi de la façon dont, sans rien oublier, tu as continué à avancer avec espoir et optimisme. Et tu le dis toi-même, faire avancer la cause du deuil périnatal en partageant ton histoire fait aujourd'hui partie des choses qui t'animent. Alors vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui va aborder des sujets délicats. Selon votre parcours personnel et votre sensibilité, c'est à vous d'apprécier si vous désirez l'écouter ou pas. Et si vous êtes enceinte, il est peut-être préférable de différer votre écoute. Évidemment, c'est à vous d'en juger. Après ces quelques mots, si ça te va Cindy, je te propose qu'on commence ? Oui, très bien. Donc ça fait une 20aine d'années que tu es ASV maintenant. Et ma première question, un peu traditionnelle, pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors, comme beaucoup d'enfants, j'étais très attirée par les animaux quand j'étais petite et j'ai eu envie d'être vétérinaire parce que je travaillais plutôt bien à l'école en primaire. Ça s'est gâté un peu au collège et j'ai bien vu que j'étais pas non plus douée pour les longues études, pour les sciences, pour les maths. Et du coup, je me suis intéressée au métier d'auxiliaire vétérinaire. Donc voilà, j'ai choisi de faire un parcours pour devenir auxiliaire en faisant donc un BEP puis un BTA parce qu'à l'époque, donc ça fait plus de 20 ans de ça, il y avait juste Aix-en-Provence, le GIPSA, qui proposait donc de faire la formation reconnue par l'État. Et étant de Reims, c'était un peu compliqué de descendre dans le sud. Donc, je suis passée par un lycée agricole qui proposait une formation avec un BTA avec une option soins aux animaux. Tu peux nous rappeler ce que c'est un BTA parce que je pense que la plupart de nos auditeurs le savent pas forcément. Alors déjà pour commencer, j'ai fait un BEPA, donc c'est un BEP agricole, secrétariat accueil. Et ensuite le BTA, c'est un brevet de technicien agricole, donc c'est l'équivalent du bac pro en fait. Donc on avait des cours faits par un vétérinaire et on avait beaucoup de stages aussi à faire en clinique. Ok, intéressant. Oui, effectivement, il y a plus de 20 ans, les écoles, il n'y en avait pas tant que ça pour devenir ASV. Ouais. Et puis c'était effectivement dans le sud, ce qui était pas forcément la porte à côté. Voilà. Tu m'as expliqué quand on a préparé cette interview que par la suite, tu as passé ta VAE. À quel moment finalement tu as décidé de passer ta VAE et pourquoi ? Alors en fait, donc après le BTA, j'ai voulu essayer de poursuivre un peu mes études. Donc j'ai commencé un BTS compta et c'est là que je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment le métier d'ASV que j'avais quand même appris un petit peu à l'école et j'avais fait aussi quelques remplacements l'été, les week-ends, etc. Donc je connaissais un petit peu le métier et je me suis dit clairement je suis faite pour ça, je suis pas faite pour faire de la compta. Donc j'ai commencé à chercher du travail. J'ai été embauchée. Donc pendant 5 ans dans la Meuse à Commercy. Et c'est en quittant Commercy que mon nouveau patron m'a demandé de faire une VAE parce qu'il voulait que je sois diplômée. Donc c'est 5 ans après mon premier emploi que j'ai fait la validation des acquis. Ok. Et tu sais pourquoi ton patron, ce nouveau patron, désirait que tu sois diplômée ? Je sais pas trop, peut-être vis-à-vis des clients, il voulait que son auxiliaire ait les diplômes, peut-être pour justifier aussi mon travail ou
Après, moi aussi, ça m'arrangeait de la passer au cas où je veuille changer de clinique. C'est toujours aussi intéressant d'avoir son diplôme. Mhm. Donc, ses motivations à lui me les a pas dit, mais j'ai accepté sans problème. Et ça s'est passé comment alors cette VAE? Eh ben bien, parce que moi j'adore donc j'adore raconter ma vie finalement. Donc l'écriture, ça m'a pas posé de problème, ça a été assez vite. J'ai fait un mémoire. On m'avait dit que ça prendrait peut-être 6 mois, 1 an, mais peut-être en 1 mois ou 2 mois, j'ai dû le finir. Ensuite, j'ai passé j'ai passé un examen, on va dire, mais juste au téléphone avec un jury. Mhm. Je me suis pas déplacée. Et suite à donc cet oral par téléphone, j'ai été diplômée. En fait, j'ai reçu un courrier quelques semaines plus tard me disant que j'avais obtenu le diplôme d'ASV par le GIPSA. Cette VAE, une fois en poche, tu as donc commencé ton nouveau poste. Et si j'ai bien compris, dans une clinique dans laquelle tu es toujours aujourd'hui. Oui, c'est ça, depuis 15 ans, oui. Un beau parcours dans la même clinique. C'est quoi? C'est une clinique petits animaux? Oui, on fait uniquement de la canine, oui. C'est assez peu fréquent finalement de rester aussi longtemps en tant qu'ASV dans la même structure. Si tu devais dire aujourd'hui ce qui fait que tu te sens aussi bien dans ce poste et que tu ressens pas le besoin d'en changer, quels seraient les critères finalement? Alors pour tout dire, en fait, j'ai déjà pensé à changer de voie. Notamment après le décès de mes enfants, je me suis demandé si j'allais continuer le parcours d'ASV, parce que je pensais aussi en avoir fait le tour et puis que j'avais peur aussi du contact clientèle, mais ça c'est, on va dire, une autre histoire. Donc j'ai pensé effectivement à changer de voie. Je me suis intéressée vers le métier de l'immobilier. J'ai même passé des entretiens pour voir un petit peu si ça pouvait me plaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais toujours ce que je faisais. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu rester à ASV. C'est parce que j'ai pas trouvé de métier qui me donne autant de plaisir, pour le moment, en tout cas, que d'aller travailler au contact des gens et des animaux. C'est un métier qui est polyvalent et qui me correspond bien finalement. Donc, j'ai pas trouvé mieux. C'est une bonne raison de rester, soyons. Alors du coup tu l'as effleuré dans la réponse à ta question. Donc en parallèle de ta vie professionnelle, tu as vécu un parcours de vie personnelle qu'on peut quand même qualifier de particulièrement difficile. Tu peux nous raconter un petit peu, tu parlais du décès de tes enfants, ce qui t'est arrivé finalement dans... Oui, alors pour faire court, parce que sinon je vais passer à peu près 5 ou 6 heures. Alors on a eu un premier enfant en 2013, donc mon fils aîné qui s'appelle Aaron. Et ensuite, donc on attendait son petit frère. Et au 6e mois de grossesse, on s'est rendu compte qu'il était atteint d'une grave maladie. Et là, j'ai subi donc une IMG 1 mois plus tard, donc à 7 mois et demi de grossesse. Ensuite, on a continué à se battre et on a voulu donner une petite sœur à nos 2 fils. Et Théa est décédée brutalement quelques jours avant la naissance, donc à terme à 8 mois et demi presque, enfin, un peu plus de 8 mois et demi, presque à 9 mois. Voilà, donc ensuite j'ai eu ma fille Mayan qui a maintenant 4 ans et demi. Et voilà, le parcours a été compliqué bien sûr parce qu'entre Aaron et Mayan, on a vécu des années très difficiles et très très compliquées. Donc il a fallu vraiment se battre pour continuer à y croire. Mais voilà, donc 4 enfants et on a deux décédés en toute fin de grossesse. On ne peut que imaginer à quel point évidemment ça a été difficile à vivre et de continuer, de continuer. Tu es quelqu'un visiblement de résolument optimiste. Comment quand même on est capable de rebondir après des drames tels que ceux que tu as vécus? Alors, comment on est capable de rebondir? Ça, c'est très personnel comme réponse. Moi, j'ai envie de dire que j'aimais peut-être trop la vie pour la laisser filer, finalement. Je sais pas du tout, enfin, bien sûr, c'était extrêmement difficile, d'autant plus que c'est un double deuil, donc là, on est complètement au sol, évidemment. Mais déjà, j'avais un fils aîné, donc j'ai pas pu non plus abandonner. C'est-à-dire qu'il avait besoin de moi aussi, il avait besoin de ses parents, donc on était obligé d'être là pour lui, obligé de se relever.
Et peut-être certainement le fait d'y croire encore à des jours meilleurs, de croire que c'est possible d'être heureux et malgré les malheurs, voilà, toujours se battre et croire en l'avenir, quoi. C'est une belle preuve de résilience, ça c'est une évidence. Puis tu as raconté ton histoire et tu l'as racontée notamment à travers donc d'un livre qui s'appelle Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait. Ce livre, tu l'as écrit combien de temps finalement après le deuil de tes enfants? Je me souviens avoir essayé d'écrire après le décès de Théa, donc c'était en 2017, parce que d'une part, je voulais pas oublier vraiment dans les détails ce qui s'était passé. Après, j'ai compris qu'on n'oubliait pas même les détails. Mais voilà, au début, j'ai voulu essayer d'écrire pour laisser une trace aussi à mes enfants. Et puis j'ai compris que c'était trop difficile, donc j'ai attendu. Et quand Mayan est née, je me suis dit que c'était le moment. Parce que j'avais déjà lu donc des témoignages de parents endeuillés qui m'avaient vraiment donné de l'espoir et qui m'avaient rassurée sur ce qui se passait après le deuil. Donc pour cette raison, j'avais envie de mon côté aussi d'apporter du réconfort aux parents qui allaient venir après moi, qui allaient vivre aussi un deuil périnatal, et aussi de toute façon, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on cherche à donner aussi de l'espoir aux parents qui vivent un deuil périnatal et qui croient plus en des jours meilleurs, dans le sens où qui imaginent pas qu'ils pourront à nouveau sourire. Et ça, c'est bien aussi de le dire aux autres. Il y a eu plein d'autres raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire. Déjà parce que à la base, j'échangeais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y avait tellement de monde qui venait se rajouter tous les jours. C'est-à-dire que des parents endeuillés, on en a régulièrement qui arrivent tous les jours sur les réseaux. Et chaque fois que j'essayais d'apporter un peu de soutien, finalement, c'est noyé sous les réseaux sociaux. Il y a trop de monde, il y a trop de commentaires. Et je me suis dit qu'écrire un livre, au moins, ça restait. C'était concret, ça se transmettait. Et ça se transmettait non seulement donc à mes enfants, aux parents endeuillés, à mes proches pour qu'ils comprennent aussi, aux soignants. Voilà, c'était un peu l'esprit de partage, d'aider les autres prioritairement, mais aussi voilà que ce soit quelque chose qui puisse se transmettre. Tu disais là à l'instant que finalement des parents qui vivaient ce que vous avez vécu, il y en a beaucoup. Tu as une idée du nombre de deuils périnatal vécus en France à peu près tous les ans? Pas du tout? Oui, approximativement, c'est entre 7000 et 8000 familles endeuillées chaque année en France. Et ça ne comprend pas les fausses couches non plus, qui a aussi un vrai deuil. C'est-à-dire que le deuil périnatal, il est traduit par la 22e semaine de grossesse, si je me trompe pas, jusqu'aux 7 premiers jours de vie. Donc tout ça, on a à peu près 7000 cas par an en France. Donc, ça veut dire tous les jours, finalement, plusieurs fois par jour. Ça représente effectivement beaucoup de monde, et puis il y a 2 parents finalement concernés en plus. Ce livre, nous, on nous en a parlé dans un de nos épisodes précédents, l'épisode d'Élodie Malartic, c'était l'épisode 33, Ma manche pour la vie. Elle nous a dit exactement un peu ce que tu viens de nous raconter, ce besoin de partage qui semble quand même être assez répandu, je dirais, parmi les parents. Vous parlez beaucoup entre vous? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partage entre les parents, parce que finalement, il y a que les parents qui ont vécu le deuil périnatal qui peuvent vraiment comprendre. Même si l'entourage est bienveillant et compréhensif, ils peuvent pas se mettre à notre place, c'est impossible. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pas bienveillants, qui sont maladroits. Voilà, c'est pas toujours de la méchanceté, hein, il y en a aussi, mais la plupart on va dire, les proches des parents, souvent, ils savent pas quoi dire, et ça rend extrêmement malheureux les parents concernés. Donc, ils se tournent beaucoup sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir un petit peu de soutien, et puis de se sentir compris finalement. Il y a que entre parents qu'on se sent compris, parce qu'il y a vraiment que quand on l'a vécu qu'on comprend les choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance quand même
dans cette communauté, si je puis dire ça comme ça. Parce que quand il y a des messages voilà de détresse, il y a toujours énormément de monde qui va répondre, qui va proposer de l'aide. Il y a beaucoup d'associations qui se développent aussi pour avoir des numéros d'écoute quand ça va pas, qui font plein de choses pour les parents endeuillés. Ça, je pourrais en parler pendant un moment aussi. Mais voilà, souvent ce sont des mères ou même des pères endeuillés qui vont créer des réseaux, qui vont créer des groupes ou des groupes de parole, ou voilà, il y a plein de choses qui existent parce qu'il y a une vraie solidarité derrière. Peut-être que d'ailleurs tu pourrais nous transmettre les coordonnées de certaines de ces associations et puis on pourra les mettre en lien Oui. sous l'épisode pour que si ça peut aider certains de nos auditeurs qu'ils n'hésitent pas et qu'ils sachent vers qui se tourner. C'est une évidence que c'est pas simple quand on l'a pas vécu de trouver les bons mots. Moi-même en préparant l'épisode, c'est pas évident d'aborder cette question-là sans blesser ou sans heurter éventuellement. Le silence, éviter finalement ce sujet, c'est quelque chose qui est fréquent. Oui, c'est très fréquent. Par peur de, voilà, comme tu viens de le dire, par peur de dire des bêtises ou de blesser, parfois les gens se murent dans le silence, mais je pense qu'il n'y a pas pire que ça, finalement, parce que ça nous renvoie une grosse indifférence de ce qui vient de se passer. C'est comme si notre enfant était complètement effacé, comme si c'était rien passé. Et ça, c'est traumatisant pour les parents qui vivent la perte de leur enfant. Je pense que même quand on sait pas quoi dire, il vaut mieux faire un message pour dire je sais pas quoi dire. Mais je pense à toi ou ce genre de choses plutôt que de faire comme voilà d'être absent et de rentrer dans le silence. Ça c'est vraiment compliqué à vivre. Oui, une certaine forme de ce qui pourrait être pris pour du déni de ce que vous avez vécu. Oui. Si je reviens un tout petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu disais que tu as écrit ce livre pour aider les autres, notamment. Toi, est-ce que ça t'a aidé? Et si oui, comment ça t'a aidé finalement de mettre des mots, de coucher les mots sur le papier de ton histoire? Alors c'était pas vraiment une thérapie personnelle comme on peut penser quand on fait une autobiographie comme ça. C'était plus un témoignage comme c'est ça, c'était vraiment tourné vers les autres dans le sens où je savais ce que ça pouvait apporter. Et par contre, moi, ce qui m'a aidé après, c'est de voir que ça pouvait aider les autres finalement. C'est d'avoir beaucoup de remerciements. Ça, je m'attendais pas du tout. Je pensais absolument pas que le livre allait avoir un tel succès, on va dire, si je peux appeler ça comme ça. Mais voilà, on m'avait dit bon, tu sais, comment ça s'appelle? Attends, je cherche le mot. S'auto-éditer, voilà. On m'avait dit si l'auto-édition c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que les livres sont noyés sous les milliers de témoignages, enfin de récits sur Amazon ou autres. Il y a des millions de personnes qui écrivent des livres et l'auto-édition c'est très compliqué. Et moi je voulais pas forcément que ça devienne un best-seller. Je voulais juste voilà avoir une trace de mon histoire, le partager à mes enfants, à tous ceux qui veulent le lire. Montrer aux autres ce qu'on a vécu et puis si je pouvais aider une ou deux personnes ce serait génial. Bon alors c'est vrai que quand j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages je me suis dit ah oui quand même finalement ça se partage beaucoup et ça aide, c'est vraiment le but, c'est chouette parce que c'était l'idée première c'était d'apporter un petit peu d'aide à tous ceux qui le vivaient et tous les messages de remerciement ça m'a conforté dans mon idée que j'avais bien fait d'écrire. Voilà, c'était surtout, enfin, ça m'a fait du bien de voir que je pouvais apaiser un petit peu les gens, quoi. Donc finalement, ce livre, tu l'as publié en auto-édition. Pourquoi ce choix? Et tu l'avais pas proposé à d'autres maisons d'édition? Alors en fait, pendant le Covid, je me suis retrouvée coincée à la maison et j'avais déjà mon manuscrit. J'avais déjà écrit en fait le livre et je commençais à réfléchir à la façon dont j'allais pouvoir le proposer aux maisons d'édition. Et donc pendant le Covid, il y a eu un groupe qui s'est formé sur Facebook. Ça s'appelait donc à l'époque ça s'appelait Coronavirus ou quelque chose comme ça. Doan Tran, qui est le frère de Tri, qui était donc mon premier patron à Commercy. Donc ils ont commencé les deux frères Tran à proposer donc de faire on va dire
des chorégraphies, des parodies, quelque chose qui nous permettait de nous vider un petit peu la tête pendant cette période un peu compliquée. Donc le but, c'était vraiment de montrer entre guillemets nos talents, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas, mais vraiment pour décompresser un peu tout le monde. Donc il y avait pas mal de gens qui dansaient, d'autres qui jouaient du piano, d'autres qui chantaient, d'autres qui faisaient des gâteaux, enfin, etc., etc. Et le groupe s'est appelé ensuite Soyons plus que Veto ASV, donc SPQVA. Et à ce moment-là, moi je me suis dit tiens, moi ce que je sais faire, c'est ça, donc c'est mon futur livre. Et j'ai mis la première page de mon manuscrit en disant bah voilà, moi j'ai écrit un livre et puis je vais voir comment je vais faire pour le faire publier. On va voir un petit peu tout ça. Et là, gros élan de solidarité encore une fois. C'est que tout le monde s'emballait, les vétos, les ASV. Ah oui, mais moi je veux participer. Est-ce qu'on peut faire une comment dire? Ah Est-ce oui, qu'on peut une édition participative ou quelque oui, chose comme voilà, ça? il me proposait plein de trucs comme ça, donc je dis ouais, trop sympa, machin. Et puis c'est tout. Et ensuite j'ai commencé à le proposer donc à des maisons d'édition. Et je reçois des réponses positives. Et là, je me dis, waouh, c'est trop chouette. Ça plaît à quelqu'un. Donc, je leur dis, on commençait à être un petit groupe où on se connaissait bien quand même sur ce groupe-là Facebook SPQVA. Et j'ai dit, bah, les copains, vous voyez, regardez, j'ai reçu ça, donc c'est trop chouette. Et là, j'ai une réponse d'une ancienne veto, donc Leslie, qui me dit méfie-toi, ce genre de maison d'édition, c'est des arnaqueurs. Rentre pas dans leur jeu, ils ont même pas lu ton manuscrit, ils veulent juste te piquer des sous. Je dis ah, ok. Ah oui, méfiance. Et elle me dit de toute façon les maisons d'édition sérieuses, elles ne demandent pas d'argent. Et là, et bien sûr, ils me demandaient de l'argent pour faire l'édition, pour m'éditer, ils me demandaient de l'argent. Donc je lui dis, elle me dit, moi je suis plus veto depuis longtemps, j'aide justement les gens qui s'auto-éditent en faisant des corrections, des mises en page, des couvertures. Et je lui dis, bah très bien, est-ce que je peux te faire lire mon manuscrit? Comme tu es professionnel, tu auras un avis à me donner. Et elle me dit d'accord, donc j'attends un petit peu, je lui envoie ça. Et puis de mon côté, j'essaye un petit peu de trouver d'autres solutions pour m'auto-éditer, parce qu'elle m'avait un petit peu parlé de l'expérience qui était possible avec ça, c'est-à-dire se débrouiller finalement pour éditer son livre en se débrouillant quasiment tout seul, on va dire, en se débrouillant tout seul, en se faisant aider pour les corrections, les mises en page, mais faire tout le boulot derrière. Donc pour justement trouver un graphiste pour faire la couverture, etc. Et donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Et quand j'ai trouvé quelqu'un qui me faisait la couverture, elle est revenue vers moi pour me dire qu'elle voulait bien m'aider parce qu'elle avait beaucoup aimé mon manuscrit et qu'elle était prête à m'aider donc pour faire le boulot quoi, de la correction, de mise en page. Et donc c'est elle vraiment qui m'a aidé à porter le projet. On a travaillé ensemble pendant 3 mois. Donc elle m'a beaucoup aidée, elle m'a fait donc tout ce qui est travail voilà de relecture, elle m'a aidé parfois à reformuler, elle était plus qu'une aide finalement à la correction mise en page parce que elle me donnait aussi des conseils personnels, etc. Donc c'est vraiment grâce aussi à SPQVA et à Leslie bien sûr que le projet s'est fait, parce que sinon je serais peut-être tombée dans les mains d'une maison d'édition peu scrupuleuse et ça n'aurait peut-être pas marché parce que ils m'auraient peut-être pas fait faire ce qu'il fallait. Donc voilà, grâce aux réseaux sociaux, grâce au veto, j'ai réussi à m'auto-éditer. Et ensuite donc j'ai choisi de passer par une plateforme de distribution, parce qu'une fois que c'est fait, une fois que le travail est fait, il faut aussi pouvoir distribuer le livre. Donc, quand on n'est pas en maison édition classique, il n'est pas sur les étagères des librairies. Il est disponible seulement en commande. Donc, encore faut-il que le livre soit connu pour que les libraires le commandent, si tu veux. Oui. Donc après, j'imagine. moi, j'ai dû faire un peu de boulot autour pour essayer de le mettre en libre-service dans les commerces autour de chez moi. Donc j'ai été voir les librairies, les bureaux de tabac, des choses comme ça, les supermarchés, et j'ai trouvé quelques points de vente où ils ont accepté de les prendre, sur leurs étagères. Mais sinon, dans les autres communes et dans toute la France, même à l'étranger d'ailleurs, ils peuvent le commander, par exemple au Québec ou même sur les îles, etc. J'ai des gens qui me commandent par Amazon. Ça, c'est possible aussi. Et oui, c'est la beauté finalement de l'internet et du numérique, c'est que maintenant il y a plus vraiment de limites, mais effectivement il faut sortir du lot. C'est ça. Et ça a dû demander pas mal de travail de fait. Comment ça t'est venu cette envie
au-delà de ton livre, hein, mais cette envie d'aller vers les autres, d'avoir besoin de partager, ça a toujours été en toi? Oui, c'est peut-être aussi grâce au voyage que j'ai fait un peu en mode de rendez-vous en terre inconnue. Vraiment au bout du monde, j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages en petit groupe chez l'habitant. Donc le fait aussi de voir comment ça se passe ailleurs, je pense que ça donne aussi peut-être une ouverture d'esprit. Et on en revient différent, je pense, quand on part au Panama ou en Inde ou aux Philippines ou tous les voyages que j'ai faits, je pense qu'on apprend beaucoup aussi sur soi-même et ça aide aussi. Enfin, je pense que ça aide aussi à Peut-être à relativiser, non? Peut-être, oui, voilà, c'est ça, à relativiser, même si c'est compliqué dans mon histoire, relativiser la mort de deux enfants, évidemment, on Bien relativise entendu. pas, mais quand j'ai parfois pensé aux femmes indiennes que j'avais croisées pendant mes voyages, et je me suis parfois dit, si j'avais été indienne, je serais morte en même temps que ma fille, parce que forcément, on n'aurait pas détecté, on n'aurait pas, voilà, c'est ça. Là-bas, il y a pas la qualité de soins qu'on a quand même dans les pays européens, et forcément. Enfin, ça aurait été complètement différent là-bas. Et le taux de mortalité dans les pays pauvres comme ça, il est très très élevé. Ça fait même partie finalement de leur vie de perdre des enfants. Oui. Je pense que j'ai déjà vu des reportages là-bas où c'était presque accepté en fait. Le bébé mourait à la naissance et elles sortaient des phrases comme c'est Dieu qui a choisi de reprendre mon enfant et je dois l'accepter. Enfin, ça n'a rien à voir avec notre façon de penser finalement. Et même si j'ai jamais accepté finalement le décès de mes enfants, je me suis toujours dit j'ai eu de la chance quand même d'habiter en France. Ouais. C'est fort comme réflexion effectivement de réaliser et d'avoir le recul de se dire toutes les femmes à travers le monde vivent pas la même chose, c'est pas forcément la même maternité, c'est pas forcément le même accompagnement dans ces situations extrêmement difficiles évidemment. En tant que vétérinaire et en tant qu'ASV, on côtoie quotidiennement des situations difficiles. Tu penses que ça a joué dans ton histoire? Je sais pas trop. Je sais pas trop si ça a joué finalement sur mon deuil. Je suis pas trop sûre finalement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai eu peur de retourner travailler, dans le sens où j'avais peur d'être plus empathique avec les gens par rapport à la mort de leurs animaux. Je sais pas comment dire ça, mais j'avais peur de plus suffisamment être bienveillante avec eux après une euthanasie, par exemple. Parce que d'ailleurs, ça me l'a fait au début. Quand, évidemment, je comprenais toujours la tristesse des gens, hein, c'est pas. Mais je ramenais au début, je ramenais tout à mes enfants, et c'était aussi ma crainte de reprendre le travail d'ASV, c'est que j'avais peur d'avoir perdu mon empathie. Et lorsque j'ai fait une séance de kiné, c'était une amie kiné qui m'a dit, mais je lui ai parlé de ça, et j'étais encore en congé mat justement, et elle m'a dit, mais tu crois pas que ça va revenir? Et j'ai dit, t'as peut-être raison, mais pour le moment, en tout cas après le décès de Théa, j'étais pas dans l'optique de reprendre le travail parce que j'avais surtout aussi peur de ça. J'avais peur du contact clientèle parce qu'ils m'avaient déjà vue enceinte, donc pour Maë. Ils m'avaient félicité à mon retour parce que j'avais pas été forcément mis au courant. Des gens qu'on voit pas tous les jours non plus. Et lorsque Théa est décédée, je me suis dit que je pourrais plus jamais revivre ce que j'avais vécu au travail après le décès de mon fils. Bien sûr, alors c'est une fille ou un garçon, alors le bébé va bien. Je l'ai entendu pendant des mois parce qu'il y a des gens qui viennent forcément pas régulièrement, des gens qui viennent une fois par an pour le vaccin de leur animal. Donc il m'avait vue enceinte et puis je les revoyais tout sourire. Chaque jour qui passait, je revoyais des gens qui étaient contents et voilà, j'étais obligée de leur dire forcément non, voilà, ça s'est pas bien terminé, etc.
Donc eux perdaient leur sourire, ça donnait un climat pas très pas très ambiancé forcément, et ça a été très compliqué pendant plusieurs mois. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, parce que je pensais pas que les clients seraient aussi contents pour moi finalement, pour ma grossesse. Et donc forcément j'avais beaucoup de questions, beaucoup de gens qui étaient heureux et voilà, qui étaient d'un seul coup complètement euh, qui étaient complètement comment dire Désarmés probablement voilà, aussi. j'étais complètement désarmée, et je les mettais mal à l'aise, et ça m'embêtait aussi finalement de les mettre mal à l'aise. Donc quand Théa est décédée, c'est vrai que je me suis dit que ça allait vraiment être horrible, là, le retour au travail. Et je me suis dit, je peux plus revivre ça a été trop difficile. Donc ensuite j'ai été en congé maternité, en arrêt maladie un petit peu, et je suis tombée enceinte de Maïane quelques mois plus tard. Donc il a été convenu avec les médecins que je reprendrais le travail après la naissance de ma fille. Mais c'est vrai que ça me faisait peur, le côté voilà, déjà empathique, ça j'avais peur de l'avoir perdu, et la crainte voilà de me confronter aux clients qui m'avaient dit, je me souviens encore des clients qui m'avaient dit après le décès de Maë, quand j'étais enceinte de Théa, ils m'avaient dit bon, allez, cette fois-ci ça va bien se passer, la foudre tombe jamais deux fois au même endroit, enfin ce qu'on entend, les phrases bateau quoi, les phrases classiques, les gens disent pour être sympa. Mais quand ils allaient apprendre que ça s'était passé mal deux fois de suite, ouais, j'avais très peur de la réaction, de ma réaction et de la leur aussi. Mais ce manque d'empathie finalement que tu craignais d'avoir un peu perdu, il était lié au fait que, d'une certaine façon, supporter la douleur de la perte d'un animal par rapport à ce que toi tu avais pu ressentir, tu avais peur de pas être capable de comprendre ça et cette potentielle Oui. comparaison? Oui, c'est vrai que, par exemple, quand on a dû autopsier un animal, j'ai imaginé ma fille sur la table d'autopsie. Ça a été compliqué en fait, le rapport avec la mort animale. Et dans ma tête, je voyais que ça. C'est vrai que mes enfants étaient décédés quand même peu de temps avant. Et quand on me disait en pleurant à l'accueil, oui, mes lapins, je pleure parce que je me trompe entre les prénoms de mes lapins. Il y en a un qui est mort et j'en ai repris un et je me trompe de prénom, etc. Et moi, j'avais envie de dire, moi, j'ai peur parfois de me tromper entre le prénom de mes deux filles. Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Après, j'avais pas envie de tout ramener à moi, hein, c'est pas ça. Mais forcément, dans mon esprit, la douleur était encore trop récente pour pouvoir me mettre à la place des gens sur la mort de leur chien, ou de leur chat, ou de leur lapin, ou tout ce qu'on veut. Je savais que c'était compliqué pour eux. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal avec les personnes âgées qui perdaient leurs compagnons, parce que c'était un petit peu entre guillemets leur raison de vivre, aussi un peu comme moi. Et ça me faisait vraiment beaucoup de mal quand on devait euthanasier le petit chien d'une grand-mère, par exemple. Mais à côté de ça, il y a des gens qui sont plus émotifs que d'autres. Et bon, c'est vrai que des fois, on avait des gens qui se mettent à pleurer au comptoir, non pas parce que leur chat est mort, mais parce qu'il faut l'hospitaliser. Oui, j'avais un peu de mal, j'avoue. Ça me tendait un petit peu, parce que je me disais qu'il relativisait pas grand-chose. Je me dis, mais c'est bon, c'est peut-être parfois un peu exagéré, parce que le chat, on va le castrer, de se mettre dans un état comme ça, quoi. J'avais un peu de mal à comprendre les réactions des gens. Et même si je l'avais, bon voilà, j'avais quand même une expérience de 15 ans, ouais, d'une quinzaine d'années quand même d'ASV derrière. Mais là, forcément, j'étais plus sensible à ce moment-là, donc ça a été un petit peu dur les premiers mois quand j'ai repris le travail. Une question, bien sûr, tu réponds pas si tu préfères ne pas y répondre, mais comment tu parles de tes deux anges à tes deux enfants qui sont avec toi au quotidien? Alors complètement librement, finalement. Je veux justement pas qu'il y ait de tabou. Aaron, quand son frère est mort, il avait 3 ans, et quand sa sœur est morte, il avait 4 ans et demi. Donc il était petit, il parlait pas bien, il parlait pas beaucoup à cet âge-là. Donc on s'est toujours demandé déjà si on avait les bons mots
de dire clairement les choses. Moi, je passais pas par quatre chemins en lui disant ta sœur est dans les nuages, etc. Parce que je voulais pas qu'il s'imagine que sa sœur était dans le ciel, qu'il regarde le ciel, qu'il ait peur de prendre l'avion, etc., etc. Donc on lui disait les mots clairement. Ta sœur est morte, il s'est passé ça, le cordon s'est enroulé dans ses pieds. Bon, on trouvait des mots simples, mais on lui disait les mots un peu, voilà, pas faciles à dire non plus. Les psys nous ont dit, les pédopsies en tout cas nous ont dit qu'on avait la bonne réaction et voilà qu'il fallait effectivement pas tourner autour du pot et trouver les mots simples et justes pour lui. Et puis Maïane, j'en ai parlé dès toute petite, hein, qu'elle avait un frère et une sœur qui étaient plus là. Ça, c'est bien intégré dans sa tête. Des fois, les prénoms, elle a encore un petit peu de mal, mais voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'on cache. Au-dessus de mon lit, j'ai une photo de la main de ma fille. Elle dit tout le temps que c'était enfin, pour elle, ça pose pas du tout de problème. On va au cimetière. Alors, ils ont parfois du mal à se dire mais ils sont où, etc. C'est pas très concret dans leur tête encore. Mais voilà, je voulais que ce soit quelque chose de naturel, en parler avec eux de façon, voilà, sans tabou, sans rien du tout, quoi. Et il me semble avoir vu quelque part que tu parlais de Maïane en parlant de ton bébé arc-en-ciel. Tu peux nous expliquer la signification de cette Oui. expression? Alors, les bébés arc-en-ciel, en fait, c'est le terme qu'on utilise pour parler des enfants qui sont nés après le deuil d'un enfant. Donc, en fait, c'est symbolique. On dit qu'il rapporte le soleil après l'orage, que c'est un petit peu l'arc-en-ciel qui vient après la tempête. C'est quand, voilà, ils permettent aussi on va pas dire d'apaiser les parents parce que c'est pas leur rôle, mais ils viennent un petit peu redonner de la joie après les malheurs. C'est une jolie expression. Je connaissais pas cette expression-là et je trouve que c'est une vraie jolie expression. Est-ce que de la même façon que on parle de plus en plus, alors on l'a pas expliqué d'ailleurs dans l'épisode, peut-être c'est bon de le rappeler, mais on parle de mamange et de papange, hein, c'est bien ça pour le papa? Oui, on peut dire un peu tout ce qu'on veut en fait avec le mot ange derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a une expression pour parler justement des frères et sœurs? Après, c'est pas encore. Déjà, il y a une association qui se bat pour que parange soit un mot reconnu et dans le dictionnaire, mais ça fait des années qu'elle se bat avec ça, avec les députés, enfin, etc. Et c'est pas encore le cas d'être mis, voilà, dans le dictionnaire. Mais voilà, mamange, c'est quand même assez répandu, papange aussi. Parfois, on utilise sœurange, frérange, tatange, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Mais c'est vrai que c'est un mot qui est pas accepté par tout le monde parce qu'il y a des mamans endeuillées qui n'aiment pas, elles trouvent ce mot trop doux, j'ai déjà entendu ça, que par rapport à ce qu'elles avaient vécu, ça correspondait pas du tout à leur histoire et qu'elles voulaient pas entendre ce mot pas assez fort par rapport à leur histoire et que ça adoucissait un petit peu sa douleur. Enfin, c'est comme ça qu'elle avait perçu. Voilà, il y a beaucoup d'autres mamans qui trouvent que c'est un joli mot et qui résume bien un petit peu, voilà, maman d'un ange, mamange, c'est comme ça qu'elles se perçoivent. Qu'est-ce que tu aimerais dire là, comme ça, aux gens éventuellement qui nous écoutent et qui ont vécu ce drame du deuil parental? Plein de choses, mais après c'est surtout qu'ils hésitent pas à se faire aider parce que il y a beaucoup de parents qui se réfugient dans le silence parce qu'ils se sentent pas écoutés, pas compris, et du coup je pense que c'est assez dangereux de s'isoler. Si on en a besoin, il y a plein de choses qui existent. Alors, il y a des groupes de parole qui sont proposés souvent par les hôpitaux, dans les maternités. Rencontrer voilà des parents qui sont concernés par le deuil périnatal, rencontrer aussi des psychologues qui sont spécialisés aussi dans le deuil périnatal, ça existe et ça peut vraiment aider. Pas tout le monde parce que personnellement moi ça m'a pas aidé, je vais pas dire le contraire, mais il y a plein de gens que je connais qui ont été vraiment apaisés et puis qui ont trouvé du soutien avec les psychologues. Donc faut essayer en fait, même si on pense qu'on n'est pas fait pour ça.
faut essayer. Puis après, on voit. Il y a plein de choses qui peuvent aider. Alors, il y a les réseaux sociaux. C'est vrai que sur Facebook, il y a plein de groupes qui existent pour partager son histoire, pour avoir voilà du soutien, etc. Ça, c'est top, ça aide bien. Tout ce qui est médecine douce aussi. Il y a des choses qui existent pour tout ce qui est traumatisme aussi. Le MDR, la sophrologie, l'hypnose, enfin voilà, il y a plein de choses maintenant qui peuvent faire du bien quand même. Et puis j'ai envie de leur dire, bah elles oublieront jamais leur enfance, ça c'est certain, c'est pour leur vie, mais avec beaucoup de temps, on apprend quand même à vivre avec leur absence. Et on peut vivre aussi des belles choses après. C'est pas parce que notre vie n'est pas fichue, je pense, parce que notre enfant n'est plus là. Déjà, il n'est pas passé dans nos vies par hasard. Pour moi, je pense que il y a toujours quelque chose derrière. Et il nous apporte beaucoup aussi, même s'il n'est pas là. Donc, voilà, il y a encore plein de belles choses à vivre. Et même avec leur absence, la vie est belle aussi. Et tu le disais tout à l'heure aussi, hein, ça c'est peut-être quelque chose qui est bon aussi à entendre, c'est qu'on n'oublie pas. Quand tu expliquais tout à l'heure que tu as écrit ce livre, une des raisons que tu as évoquées, c'était le fait de pas vouloir oublier, d'avoir peur d'oublier. Ça peut être rassurant en fait de savoir que non, on n'oublie pas, que ça restera là. C'est ça, hein, j'ai tous les détails en tête, je pourrais réécrire le livre sans problème dans l'ordre des choses. C'est vraiment gravé dans nos mémoires. Alors c'est vrai qu'il y a des côtés compliqués parce que il y a des phrases comme l'annonce du décès qui peuvent tourner en boucle dans nos têtes pendant un moment, pendant plusieurs mois, pendant des années, et qui peut être traumatisant. Mais à côté de ça, vraiment avoir en tête tout ce qui s'est passé, le déroulé, la grossesse, les bons moments, tout ce qu'on a vécu avec notre enfant avant la naissance, tout ça, c'est notre histoire, c'est leur histoire et c'est la nôtre aussi. On n'est pas rentré dans les détails de ce qui avait entraîné malheureusement le décès de tes enfants. Pour ton petit garçon, vous avez dû décider finalement, prendre une décision d'interrompre médicalement cette grossesse. Le fait d'avoir dû prendre la décision, est-ce que ça rend les choses encore plus compliquées d'après toi ou... Alors c'est une bonne question parce que quand on a dû prendre cette décision, je me suis dit qu'est-ce qui est pire, de devoir choisir d'interrompre une grossesse très très avancée, ou alors c'est dingue hein, d'avoir ce genre de questionnement, mais c'est plus dur de faire une IMG ou de découvrir que son bébé est décédé juste avant la naissance. Je me suis posé cette question alors que j'avais pas encore perdu Théa, et quand elle est décédée, je me suis dit il y a aucune situation qui est pire. Ce qui est pire, c'est de perdre son enfant finalement. Il y a rien qui est plus dur l'un entre les deux finalement. Le résultat final est terrible et dans tous les cas, on ne s'en remet pas vraiment. Donc que ce soit une IMG ou une mort fœtale in utero ou une mort inattendue du nourrisson, voilà, l'issue est abominable. Donc il y a rien de pire. Mais par contre, c'est vrai que l'IMG, c'est un choix que les parents doivent faire. Et il y a une culpabilité qui est présente derrière et qui reste présente de toute façon pour toute sa vie, je pense. Alors que lorsque j'ai perdu Théa, elle est décédée dans mon ventre dans la nuit avec son cordon. Donc, j'ai pas décidé de quoi que ce soit en fait. On m'a annoncé que mon bébé était mort, alors que pour Maë, j'ai dû prendre la décision d'arrêter effectivement ma grossesse. Donc, l'IMG, c'est très compliqué dans le sens où on devrait jamais prendre ce genre de choix en tant que parent. Enfin, on devrait jamais décider de ce choix en tant que parent. Après, on a, entre guillemets, on s'est préparé parce que ça faisait déjà 1 mois et demi que je passais des examens. J'avais passé une amyosynthèse, j'attendais les résultats. Je me doutais bien que les résultats allaient redevenir mauvais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc, c'est pas que je m'étais préparée, mais c'est que pendant 1 mois et demi, j'y ai réfléchi. Et lorsque Théa est décédée, ça a été très très brutal. Ma valise de maternité était prête, le cosy était dans la voiture.
J'ai été déclenchée 3 jours plus tard et je suis arrivée donc à la maternité et on m'annonce que tout est terminé. Donc oui, c'est très brutal et c'est un gros choc, énormément un gros choc émotionnel. Pour Maë, c'était très difficile, mais on a pu réfléchir à la possibilité de continuer la grossesse, d'imposer une vie donc compliquée à notre fils. On savait déjà avec mon conjoint qu'on voulait pas lui infliger ces souffrances, donc que si les résultats étaient mauvais, s'il avait une anomalie génétique trop grave, on poursuivrait pas. Mais voilà, on avait pu en discuter avant. C'était très très compliqué parce qu'il y avait cette attente de résultats. Ça a pris quand même 1 mois, donc pendant 1 mois, j'ai continué à lier des liens avec mon bébé, tout en sachant que j'irais peut-être pas au bout de ma grossesse. Donc cette période-là, je pense, elle était assez horrible. Et puis pour Théa, donc je suis allée seule à la maternité et j'ai dû annoncer à mon conjoint que sa fille était décédée. Donc c'est 2 situations complètement différentes. Et je sais pas s'il y en a vraiment une pire l'une que l'autre. Les 2 sont pires. Mais c'est complètement différent. Une IMG fait de décider de vie et de mort sur son enfant, c'est pas quelque chose qu'on pense possible. On devrait pas avoir, évidemment. On devrait jamais avoir à prendre et qu'on s'imagine pas que tout dégringole à 6 mois et demi de grossesse. C'est ça aussi, quoi. À partir du 3e mois, tout est nickel, il n'y a pas de risque de fausse couche. On annonce la nouvelle à tout le monde, on commence à faire des achats et puis on arrive au 3e trimestre et tout se casse la figure. Ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas en fait. Tant qu'on l'a pas vécu, c'est après qu'on se rend compte que ça arrive à beaucoup de gens. Mais quand on n'a jamais vécu ce genre de choses, moi je m'étais jamais dit qu'on allait trouver un problème sur mon fils. J'y allais pour savoir à l'échographie si c'était une fille ou un garçon, confirmer que tout allait bien. Dans ma tête, c'était clair que tout allait bien, quoi. Et non, en fait, malheureusement, ça arrive très souvent, on va dire, très très régulièrement, qu'il y ait quand même des soucis, qu'on détecte des malformations ou des anomalies pendant les échographies. C'est vrai que, aussi surprenant que ça puisse paraître, on a on entend ce discours quand on est enceinte et qu'on fait nos premiers examens médicaux de grosso modo, si à 3 mois tout va bien, ça va rouler, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est le cap du 3e mois. Après, il y a pas de souci. Tu as utilisé cette expression, je crois, dans une vidéo où tu témoignes de on a choisi avec mon conjoint de souffrir nous pour ne pas le faire souffrir lui. Tu parlais de Maë. Oui. Cette expression, je la trouve extrêmement forte. Vous l'avez vécu réellement comme ça? Oui, parce que c'était vraiment, nous, ça a été complètement horrible les mois qui ont suivi, parce qu'il y a le manque de notre enfant, la culpabilité qui va derrière, tout ce qui s'ensuit, en fait, la douleur physique, morale, etc. Mais on s'imaginait pas ne pas lui laisser le choix, en fait, de sa vie, sachant qu'il y avait quand même un handicap moteur, mental derrière, une opération à la naissance et qui risquait aussi de lui coûter la vie. Donc ça faisait beaucoup de souffrance, avec une espérance de vie en plus très réduite pour ce genre d'enfants qui sont atteints de trisomie 9. Donc pour un si petit bébé, pour moi c'était un peu égoïste en fait de lui imposer une vie compliquée. Donc je préférais moi prendre sa douleur et ne pas lui infliger une vie aussi compliquée, même à son frère, parce que en admettant effectivement qu'il ait une espérance de vie longue, nous, quand on aurait plus été là, il aurait fallu forcément que son frère soit disponible pour son petit frère aussi. Et pour moi, c'était des souffrances partagées. Je voyais pas le bonheur en fait pour aucun de nous, ni pour Maë bien sûr, c'était le premier concerné, ni pour Aaron, ni pour nous. Je comprends, enfin, j'ai du mal à comprendre les gens pour qui c'est la vie à tout prix. Comme je sais pas si je vais parler de l'histoire de Vincent Imbert, les parents qui se sont obstinés à le maintenir en vie coûte que coûte, même contre l'avis des médecins, contre l'avis de tout le monde, parce que
parce que pour eux, extrémistes, il fallait absolument que la vie soit préservée, et que peu importe les douleurs, peu importe les souffrances, et peu importe ce que pensait leur fils, parce que lui avait toujours dit d'ailleurs qu'il refusait, si jamais il était victime d'un accident grave, qu'il refusait d'être invalide à ce point-là, et qu'il voulait pas qu'on le garde maintenu en vie de force. D'aller contre la vie de son enfant pour le maintenir en vie, je comprends pas où est l'amour là-dedans. Après, chaque avis est partagé et je le respecte, mais moi, voilà, dans cette situation-là, je m'étais déjà imaginé si je devais à mon tour voir mon enfant dans un état pareil, est-ce que je voudrais le laisser en vie à tout prix ou le laisser partir? Et clairement, pour nous, c'était le laisser partir. Le corps médical entourant la décision de l'IMG pour Mahé vous a aidé à prendre cette décision? Alors pas trop, parce qu'en fait, nous, c'était très compliqué dans le sens où Mahé était porteur de trisomie 9 en mosaïque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les cellules qui sont atteintes. Donc la généticienne était aussi très mal à l'aise dans le sens où elle n'avait jamais eu d'enfant porteur de trisomie 9. C'est tellement rare qu'ils ont trouvé 30 cas dans la littérature et qu'ils ont été me chercher un exemple d'un petit Taïwanais, quoi. Donc pour te dire à quel point c'est quelque chose de pas répandu du tout. On savait qu'il y avait donc des soucis, un handicap moteur et mental, un problème de cardiopathie aussi, problème pulmonaire parce que déjà ses poumons étaient complètement écrasés à cause de la hernie diaphragmatique. Il avait une hernie diaphragmatique qui était bien remontée avec les intestins et l'estomac, et ça écrasait complètement ses poumons. Donc en fait ses poumons n'étaient pas développés. Rien qu'à partir de là, il m'avait commencé déjà à proposer une IMG avant qu'on ait les résultats génétiques. Parce que pour eux, l'anomalie, l'handicap était très important, à tel point qu'on pouvait déjà interrompre la grossesse. Et moi, je leur ai dit, hors de question. Enfin, s'il peut être sauvé à la naissance et qu'il n'a pas de grosses maladies, de handicap, de maladies génétiques importantes, bien sûr qu'on va jusqu'au bout, bien sûr qu'on l'opère, etc. S'il peut vivre normalement, peut-être un petit peu diminué par rapport aux soucis pulmonaires, mais s'il peut avoir une belle vie avec juste une opération à la naissance, il n'y a même pas la question à se poser. Mais déjà, on m'avait quand même proposé d'arrêter la grossesse à ce moment-là, quand le pneumopédiatre m'a dit qu'il avait une chance sur 2 de survivre à la naissance. Parce que il y avait un trop gros trou, c'est-à-dire que tout passait en fait. C'était même pas une hernie diaphragmatique, c'était un trou béant qui laissait passer les organes et qui était venu complètement s'écraser sur les poumons. Donc depuis le début de la grossesse, il se développait pas correctement. Donc c'est à partir de là qu'on a quand même pris conscience de la gravité des faits. Et quand on a eu les résultats génétiques, là, ça nous a entre guillemets conforté dans notre choix d'IMG, parce que il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Il y avait aussi un retard de croissance. Donc ses chances déjà de survie étaient très faibles à la naissance, et s'il survivait, il fallait qu'il supporte un handicap conséquent. Donc pour les médecins, ils m'ont pas orienté, mais ils nous ont dit voilà tout ce qui va pas, et voilà ce que vous avez le droit de choisir ou de refuser. C'est assez compliqué d'ailleurs. Quand on a été reçu, il y avait la généticienne et une psychologue. Donc on s'est dit bon c'est pas bon quoi. Avant même d'avoir les résultats, on se doute forcément que s'ils font venir une psy, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et ouais voilà. Donc, quand ça nous a annoncé la nouvelle, quelque part on s'en doutait quoi. Après il y a un temps de réflexion, il y a eu quelques jours, mais sachant que j'étais à plus de 7 mois de grossesse, je pense que le temps a été un peu réduit parce que j'étais vraiment au 3e trimestre, et je pensais pas ça possible. Quand j'ai posé la question aux sages-femmes, en leur demandant, vous avez déjà eu des cas comme moi dans le 8e mois de grossesse à prendre ce genre de décision? Elle me dit oui, une fois par semaine à peu près. Ah oui, quand même, d'accord. Ah, je m'attendais pas à ce genre de réponse. Elle me dit mais parfois plus avancé que vous, on en a aussi. Hein, c'est pas quelque chose de rare ici. Ok, alors là on tombe des nues, on se dit ok, mais comment ça se fait qu'on soit pas au courant? Enfin, qu'est-ce qui fait que la société cache à ce point ce genre de deuil qui est très particulier, le deuil périnatal, mais l'IMG c'est encore plus particulier. Et qu'est-ce qui fait que personne n'en a jamais parlé, alors que je lis des bouquins sur la parentalité depuis des années? Jamais j'ai lu ça, quoi. C'est incroyable.
Et c'est à partir de là que je me suis dit vraiment, il y a un gros tabou sur le deuil périnatal, encore plus sur l'IMG finalement. Parce que pour qu'on me dise c'est une fois par semaine, et là j'ai rencontré une sage-femme du CHU de Reims où j'ai accouché, qui me dit une fois par semaine, elles sont gentilles, c'est à peu près une fois par jour. Je dis bon d'accord, encore pire que ce que je pensais finalement. Les IMG c'est quelque chose de quand même hyper fréquent. Et oui, c'est tu hein, dans la société. Je pense qu'on veut pas faire peur peut-être aux femmes enceintes en disant voilà, soyez rassurés après le 3e mois de grossesse, il vous arrivera rien, vous pouvez faire des projets, il y a pas de souci. Peut-être qu'ils ont peur de leur dire, il peut y arriver n'importe quoi jusqu'à la naissance, voire après la naissance. Donc c'est quand même bon. Je comprends qu'on veuille rassurer les femmes enceintes, mais c'est compliqué du coup pour celles qui le vivent au moment donné en se disant je suis seule au monde à vivre ça. C'est impossible que quelqu'un a déjà vécu ça. Euh, c'est trop c'est trop dur à vivre pour que personne ne me l'ait jamais dit avant. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que c'est effectivement totalement tabou, mais que ça ne nous permet pas à nous, mamans et à tous les parents ou tous les futurs ou potentiels parents, de quand même se préparer un petit peu psychologiquement au fait que ça peut arriver, en fait. C'est ça. C'est ça que j'ai du mal à comprendre parce qu'on parle des cancers des enfants sans trop de problèmes, alors que ça peut aussi angoisser tous les parents. Mais par contre, on va pas parler des risques qu'il peut y avoir sur une grossesse ou un bébé qui décède à cause du cordon ou tout. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Ça peut être aussi angoissant. Parfois, il y a des mamans qui quittent les groupes de soutien Facebook, entre autres, parce que elles attendent un bébé arc-en-ciel et de lire tout ce qui peut arriver pendant une grossesse, ça les stresse trop et du coup, elles quittent les réseaux sociaux pour ces raisons-là. C'est vrai qu'avec tous les témoignages qu'on voit, c'est pas hyper rassurant quoi pour la suite. Mais moi, pour Mayan, je me demandais ce qui allait se passer. Est-ce que voilà, bon, est-ce que ça allait être une fausse couche? Bon, est-ce qu'il y avait un problème chromosomique? Bon, on l'a déjà fait. Est-ce que ce serait une mort fétale in utero? Bon, le cordon, on l'a déjà fait aussi. Ça peut être une autre cause. Ça peut être le problème de placenta, un hématome placentaire. Est-ce que elle va faire une mort subite de nourrisson? Bon. Enfin, dans ma tête, avoir un bébé vivant, c'était trop dingue. C'était impossible. Et j'ai été surprise à sa naissance. J'ai même pas été émue. Je me suis dit, elle respire. J'ai un bébé vivant. Ça a été ça, en fait. C'est tellement traumatisant, en fait, d'avoir vécu de deuils successifs que c'était trop beau pour être vrai d'avoir un bébé vivant et en plus en bonne santé. Alors là, en bonne santé, moi j'avais du mal à y croire. Hein. Chaque visite de pédiatre, je me suis dit qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Bon, un petit problème pulmonaire, non, un problème cardiaque, ah c'est pas ça. Bon, il y a quoi? Alors dites-moi-le tout de suite. Elle est sourde. Bon, je m'y attends, donc non. Et à chaque passage de pédiatre, il partait, non, tout va bien. Ah bon? Ok, c'est dingue. Être trop averti peut faire peur et en même temps, ne pas l'être, accroît le sentiment de solitude quand on vit ce genre de choses. Donc c'est ça qui est difficile aussi. Mais je comprends aussi que ce soit pas trop évoqué parce que est-ce que j'aurais eu envie quand j'attendais Aaron qu'on me dise ah mais tu sais il y a des risques tout le temps, c'est pas parce que tu as 4 ou 5 mois de grossesse que tout va bien se passer. Bah forcément on n'a pas envie d'entendre ça non plus, hein, ce que je comprends complètement. Mais quand il m'est arrivé ce qui est arrivé pour mes enfants, je me suis dit j'aurais bien aimé savoir que j'étais pas la seule à le vivre parce que ça a été compliqué avant de trouver du soutien sur internet. J'ai passé quand même pas mal de moments compliqués en me disant encore pire après le décès de ma fille, là deux deuils l'un après l'autre, je me dis c'est pas possible, ça n'arrive jamais. Enfin, je suis l'exception. Je suis le chat noir, quoi, en fait. Hein. Faut gagner au loto à ce stade-là, c'est impossible. Et je me suis rendu compte que perdre 2 enfants de suite, c'était. Alors, bon, ça arrive pas tous les jours, heureusement, mais ça arrivait aussi. J'étais pas non plus la seule non plus dans ce cas-là. Et c'est pas toujours facile d'oser effectivement chercher de l'aide et prendre les contacts avec les personnes qui peuvent te soutenir dans ces moments-là, évidemment. Tu parlais tout à l'heure du fait que à l'hôpital, déjà, tu avais rencontré des psychologues. Spontanément, on vous propose quand même de l'accompagnement? Non, pas vraiment. En fait, moi, la psy que j'ai vue, c'était une psychiatre par rapport aux arrêts maladie suite au décès de Théa. Donc, j'ai été un peu, entre guillemets, imposée d'avoir une psy.
Et à l'hôpital, je rappelle pas qu'on m'ait proposé. Je me trompe peut-être. Après, je me connais, j'ai dû dire non spontanément. Non, c'est même pas la peine. En fait, je voulais voir personne, je voulais pas en discuter. J'ai trouvé du soutien dans les groupes Facebook et je me suis créé moi-même un petit groupe avec 4 autres mamans venues de toute la France, dont même au-delà de la France où il y a une Québécoise. Et on s'est soutenues parce qu'on vivait le deuil en même temps. Et je leur disais, mais ma psy, c'est vous en fait. Vous comprenez, vous vivez le deuil en même temps que moi. Et il y a qu'en parlant avec vous que je me sens un peu mieux. Alors que quand j'allais chez ma psy, soit elle était mauvaise, ou soit vraiment j'étais pas faite pour ça, peut-être aussi. Mais ça m'a jamais apaisée d'aller voir une psy. Des fois j'y allais, j'étais pas déprimée, je ressortais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Il y avait peut-être un problème aussi. Euh, c'est pas censé faire l'effet inverse, donc non, j'y allais parce que j'étais obligée finalement, mais j'y allais pas de moi-même. Le fait d'avoir créé un groupe de soutien, d'ailleurs, ça fait donc Maë est décédée il y a 7 ans et Théa il y a bientôt 6 ans. On est toujours en contact, alors que on se parle plus tous les jours comme à l'époque, mais quand on a perdu nos enfants, on discutait tous les jours, c'était non-stop, parfois même la nuit. Il y avait toujours quelqu'un pour discuter quand ça n'allait pas. Et de se créer ce petit comité de soutien là, c'est ça aussi qui m'a aidé à m'en sortir, je pense, parce que quand on sait pas à qui parler et qu'il y a toujours une copine qui a une oreille attentive à côté, qu'elle soit au Québec ou à Monaco ou je ne sais où, ça c'est vraiment chouette. Et encore merci Internet, parce que j'aurais vécu ça il y a 30 ans. Pour le coup, je suis née à la bonne époque, quoi. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. Effectivement, Internet favorise ça, et en plus, une question qui revient, enfin qui me vient avec ça aussi, c'est que le côté distance de l'écran, où finalement la personne qui est en face de toi vit finalement la même chose sans pour autant que tu la connaisses et qu'elle soit dans ton quotidien, tu la croises tous les matins à la boulangerie. Il y a aussi cette barrière qui permet une protection, non, une certaine forme de distance. Ben pas vraiment, parce qu'après j'ai proposé qu'on se rencontre. Moi j'aime bien les rencontres, que ce soit SPQVA ou les mamanges. J'ai rencontré une de mes amies mamanges il y a quelques années, et d'ailleurs on va se revoir aussi cet été, parce que j'avais envie, voilà, je les connaissais déjà tellement bien que quand on s'est vu pour la première fois, c'était complètement naturel. Et elle a passé le week-end chez moi avec son amie. C'est comme si effectivement on se connaissait parfaitement, comme si on était amis, parce qu'on a vécu la pire chose et on l'a vécu ensemble. Donc en fait, finalement, ça nous a tellement rapprochés que j'avais envie de la rencontrer pour de vrai. Et ouais, voilà, du coup, il y avait plus de barrière écran, etc. C'était vraiment juste rencontrer les gens avec qui on a partagé beaucoup de choses. Ben, c'était une belle histoire. Oui, c'est le mot qui me vient. C'est une belle histoire. Elle est dure et bouleversante, mais tu en as fait quelque chose de beau et de fort, et la façon dont tu le partages. Voilà. Merci à toi pour ce partage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Cindy? Plein de voyages avec mes enfants, parce que j'ai envie de leur faire découvrir le monde aussi. Et toujours plein de rencontres, que ce soit, c'est vrai qu'avec Veto ASV, juste après le Covid, je leur ai dit, est-ce que vous voulez pas qu'on se voit en vrai aussi? Donc, j'avais programmé une rencontre dans un château il y a de ça 3 ans. Et puis voilà, on s'est découvert, on était 50 à se découvrir dans un château en Isère pour une soirée SPQVA. C'est génial. Ouais, et du coup maintenant tous les ans, j'essaie de refaire la même chose, donc pour aussi rencontrer des gens de la communauté. Donc là par exemple, on revient d'un week-end SPQVA aussi. On était dans un grand mât de la Drôme. Donc pendant 4 jours, on était 18 Veto ASV là. Et voilà, tous les ans, j'essaye de refaire un truc comme ça parce que je trouve ça trop cool. Et ben voilà, ce genre d'événement, moi ça me porte carrément. J'adore ça. Mais ça se sent, ça s'entend. C'est chouette, et cet optimisme quand même, cette force d'avoir envie de mordre la vie à pleines dents, c'est contagieux. Vraiment.
Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton histoire avec nous. On se retrouvera tous la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Veto Micro hors série spéciale ASV. Et on recevra à ce moment-là Julie Antonia qui est ASV bien sûr, mais associée aussi dans sa clinique. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Et le mot de la fin sera pour Cindy. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? J'ai envie de dire tout simplement profiter de la vie. Eh ben écoute, on va se quitter sur ces mots-là alors. Merci beaucoup à toi et bonne journée à tout le monde. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.